Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, film notable 2023 et oui, on revient en 2023 parce que oui, je sais, la vidéo sera en retard mais en fait, il faut dire que j'ai vu tellement de bons films en 2023 parce que j'ai quand même été beaucoup en salle, j'ai vu quand même beaucoup de choses assez intéressantes, beaucoup de très bonnes propositions françaises, blockbusters, films américains, films drame, films comédie même, enfin bref, il y en a un peu pour tous. D'ailleurs, petit aparté, mais le jour où je tourne cette vidéo, donc ce soir, donc on est le dimanche 10 mars et c'est les Oscars. Juste pour dire que ma favorite en tant que meilleure actrice, et c'est vraiment la seule que j'espère avoir gagnée, c'est Emma Stone, parce que son rôle de Bella Baxter dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, c'est la performance d'actrice qui m'a le plus impressionné de tout ce que j'ai vu. Alors je sais qu'il y a aussi que Sandra Hüller aussi est grande favorite pour Anatomie d'une chute. De toute façon, Justine Triet est encore à 5 nominations Oscar. Mais j'en ai un. Là, je pense que Justine Triet a eu assez de récompenses pour son film. Voilà, je pense que son film a assez fait parler de lui comme ça. Donc, même si c'est Sandra Hüller qui gagne, bon, je serais quand même ravi parce que Sandra Hüller a fait une très bonne performance dans Anatomie d'une chute. Mais Lily Gleason était aussi une très bonne révélation dans Killers of the Flower Moon. Mais Emma Stone, juste pour le personnage, juste pour la façon dont elle est habitée, juste ce qu'elle a joué, comment elle l'a joué, ce qu'elle a apporté à l'écran, ce qu'elle a donné dans sa performance de femme qui a un cerveau de bébé, comment elle agite son corps, comment elle joue, comment son personnage joue et réfléchit, machin, enfin bref, tout ce qui compose son personnage. Vraiment, ça m'a tellement époustouflé, mais vraiment, donnez-lui l'Oscar, quoi. Ce serait, pour moi, c'est inconcevable que Emma Stone ne remporte pas l'Oscar. Quand cette vidéo sortira, du coup, on saura qui a eu l'Oscar. Mais vraiment, c'est ma favorite. Après, en meilleur film, j'aimerais beaucoup voir Scorsese gagner parce que pour moi, pondre des chefs-d'œuvre comme Killers of the Flower Moon, il a plus de 80 ans, pour moi, c'est miraculeux. Voilà, c'est des pépites du cinéma qu'on en voit tellement plus. Il était dans mes top 2023. J'aimerais aussi beaucoup voir gagner, j'ai oublié, flûte. Donc Emma Stone, Scorsese, Robert De Niro, voilà, Robert De Niro pour moi qui fait un retour phénoménal en second rôle ici. Donc voilà, mes favoris c'est Scorsese, De Niro et Emma Stone. Voilà. Pour moi, c'est vraiment mon trio. Après, bon, il y a d'autres nominés aussi. Il y a Oppenheimer qui a pas mal de nominations. Bon, je veux bien que le film était très bon, mais de là à lui donner autant de récompenses, d'autant plus que Nolan a eu le César d'honneur il y a pas longtemps pour ça. Et il a déjà eu des BAFTA, il a déjà eu pas mal de choses. Donc, je pense que non, Oppenheimer n'est pas dans mes favoris. Il y a aussi Winter Break qui est nommé dans meilleur film et meilleur acteur pour Paul Giamatti. On va en parler de Winter Break, mais clairement, pareil, même si c'était quand même un bon feel good, un très bon film, quelque chose de très sympa à regarder, c'est pas non plus dans mes favoris. Mais vraiment, Pauvre créature et Killers of the Flower Moon, je les soutiens très fortement pour ce soir. Anatomie d'une chute, bon, s'il gagne, ce serait très cool, mais je crois que Justine Triet a eu assez de récompenses pour son film. Voilà, en France, au BAFTA, elle a déjà eu beaucoup de choses, donc si elle en parle Bredouille, franchement, ça va pas me décevoir parce elle a déjà été suffisamment récompensée. Bref, on peut donc passer au film notable 2023. C'est parti avec la première position, Suzume de Makoto Shinkai. Alors, n'en voulez pas si je vous résume pas trop de quoi parle le film, puisque ça fait plus d'un an que je l'ai vu, donc il m'a un petit peu sorti de la tête, mais je m'en souviens parce que visuellement parlant, au niveau de l'esthétique et de ce que je me souviens de l'histoire et de l'aventure donc de l'héroïne et de ce qu'elle traite dans le film, j'avais juste adoré. Vraiment, j'étais allé le voir comme ça un matin sans trop réfléchir à ce que j'allais voir, sans trop même me renseigner. Et l'histoire m'avait totalement convaincu. C'était un film qui m'avait charmé, vraiment séduit, visuellement, esthétiquement parlant. J'avais trouvé ça d'une beauté. Alors, autant sur le cinéma, sur les films d'animation japonais, genre les Ghibli et tout ça, je ne suis pas le plus calé. Mais là, j'ai trouvé ça juste c'était un caviar, c'était un bonheur visuel quoi. Pourtant j'avais aussi adoré, qu'est-ce que j'avais aimé, j'avais aimé Your Name. Bon, je sais plus si c'était Shinkai ici, je crois que c'était Shinkai, hein. Pardon, là je suis assez peu calé sur ce cinéma là, donc je confonds peut-être les noms, etc. Mais j'avais adoré Your Name aussi précédemment, dans le même, pratiquement dans le même registre. Mais voilà, vraiment visuellement, dans les couleurs, dans l'histoire, dans les twists à la fin, dans le climax,
c'est magnifique. Vraiment, Suzume, c'était une belle expérience esthétique. Donc, sur le point de vue japonais, sur le point de vue du cinéma japonais, j'avais vraiment adoré ce que j'en avais vu. Ensuite, en autre film qui est ressorti, donc ça c'est dans mes 5 films notables vraiment préférés, donc ceux qui font directement suite au top. Il y a aussi donc Simple comme Sylvain de Monia Cheri vraiment qui a dérobé le César du meilleur film étranger à Christopher Nolan. Et j'avoue que le film le mérite. Voilà, Simple comme Sylvain, c'est vraiment une super belle histoire d'amour entre du coup un homme intellectuellement un petit peu en décalage par rapport à la femme qu'il rencontre du coup. Mais leur histoire d'amour est si belle. Leur histoire d'amour, vraiment Simple comme Sylvain, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues récemment sur grand écran. Voilà, c'est du cinéma québécois. Voilà. Et Monia Cheri, pour moi, c'est un petit peu l'alter ego féminin de Xavier Dolan. Xavier Dolan, s'il te plaît, reviens, refais-nous du cinéma, mais vraiment, j'ai trouvé simple comme Sylvain, d'une simplicité, mais aussi d'une beauté vraiment formidable. Donc, les deux acteurs, leur duo, il y a une fusion qui se fait entre les deux acteurs qui est absolument génialissime. Donc, c'est beau. C'est très érotique, hein. C'est un film qui est très cru, mais juste le jeu de l'un, le jeu de l'autre, la fusion, comment les deux sont complémentaires l'un envers l'autre, c'est juste absolument mignon. Par contre, j'ai pas compris la fin. La fin m'a juste laissé un peu dubitatif parce que le film finit sur une note assez amère et je me suis dit, mais pourquoi finir le film comme ça? Parce que les deux ont été si heureux, si complémentaires, si amoureux, enfin, on l'a mis, enfin, c'est peut-être fait exprès, justement, c'est peut-être justement pour, vu qu'ils étaient sur un petit nuage tout le long, faire redescendre le spectateur sur Terre. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas conclure sur une note joyeuse? Enfin, il y a cette fin qui vient et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, j'ai pas compris. Je vous laisse découvrir le film, mais vraiment Simple comme Sylvain, très belle pépite du cinéma québécois. Ensuite, Vermine de Sébastien Vénasser, donc qui a récemment été contacté par Sam Raimi. Mais ça, je crois que c'est information, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Vermine, j'ai adoré ce film. Vraiment, j'ai trouvé ça très efficace, bien filmé, grosse atmosphère et gros travail sur les effets visuels, sur les araignées, etc. Vraiment un huis clos super bien mené, effets spéciaux du tonnerre. Vraiment, c'est un film qui me fout les jetons. Pourtant, je suis pas arachnophobe, hein, mais vraiment, par exemple, il y a une scène dans une salle de bain avec une des héroïnes qui crie. Et juste, par exemple, il y a tout un jeu sur le fait qu'elle a horriblement pas, parce qu'il y a l'araignée, du coup, qui ressort par le tuyau de sa douche. Pareil, il y a un plan où, justement, elle est face à son miroir, elle ne voit pas une des araignées qui ressort de derrière. Il y a de l'angoisse, il y a tellement une tension qui est bien menée dans ce film, c'est bien. Vraiment, le metteur en scène, donc Sébastien Vénasser, a fait un excellent boulot, même sur comment filmer les lieux, filmer l'angoisse, amener la tension. Enfin bref, il y a un vrai travail sur réunir toutes les ressources de tous les lieux, de tous les personnages, et pour vraiment installer toute la panique qui se crée, tout le chaos qui règne en fait dans ces lieux, quoi. Vraiment, il réunit en fait tous ces lieux et il exploite vraiment tout le potentiel qu'il y a d'un peu partout et il en fait un huis clos superbe. Voilà. Donc d'ailleurs, j'étais assez ravi parce que pour beaucoup de films dont je vais vous parler dans cette vidéo, toutes les séances où j'ai été étaient complètes. Voilà, même pour Vermine, je me suis ramené dans la salle. Je suis arrivé pourtant 5 minutes avant que le film commence. La salle était complète. Je me suis dit, ah bon? Enfin, il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Vraiment, l'exploitation en salle a vraiment augmenté. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, je suis allé voir le successeur de Xavier Legrand, que je vous recommande également. Pareil, je suis allé dans la salle, c'était complet, quoi. Des fois, je me trouvais une place très facilement. Là, j'ai dû demander à des gens de se pousser pour me foutre dans une place qui était au milieu du rang. Je déteste cette au milieu du rang. Moi, quand je vais au cinéma, je me mets toujours sur les côtés, comme ça, je peux sortir quand je veux pour aller aux toilettes. Bon, ce qui m'arrive jamais, mais moi, j'aime bien être sur les côtés. Et là, du coup, la salle était complète. Donc, bon, je me suis dit, ok, cool, la salle est complète. Donc, pareil pour Vermine, du coup, la salle était vraiment complète. Il y avait du monde pour voir ça. Et on a partagé cette angoisse ensemble. Et voilà, Vermine, gros film d'angoisse, de tension, avec de beaux effets spéciaux. Tout le c'était quand même assez prenant. Il y a vraiment des scènes qui prennent le cœur quand même, même si t'es pas arachnophobe, vraiment ça vaut quand même le coup de laisser une chance à ce film là, parce que voilà, sur le jeu des acteurs, tout le casting est excellent. De toute façon, c'est un petit groupe de jeunes, etc., qui vont essayer de faire face à cette invasion de Vermine, créée à cause de l'un d'eux d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même superbement joué,
filmé et bien amené. Voilà, donc Vermine, je vous le recommande fortement si vous êtes amateur de cinéma de genre. Ensuite, film Netflix cette fois-ci, Le Monde Après Nous de Sam Esmail, donc qui était le créateur de Mr. Robot. Le Monde Après Nous, c'est un film qui parle notamment de comment en fait un monde se remet d'une rupture par rapport au monde de la technologie et des réseaux sociaux. J'ai trouvé ça super bien, super intelligent. Il y a peut-être quelques longueurs, peut-être quelques conversations que je trouvais un peu chiantes, mais globalement, voir un monde en mode survivaliste, voilà, dans une Amérique en proie à la guerre, au chaos, et voilà, soudainement la technologie s'arrête et tout ce à quoi nous on habite au quotidien s'arrête, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Vraiment, le propos est très intelligent. C'est un film qui est quand même assez visionnaire, qui a des idées qui voient quand même très loin, qui nous met nous aussi en garde, nous en tant que spectateurs, sur le mode, voilà, si la technologie, s'il n'y avait plus de GPS, s'il n'y avait plus de téléphone, etc., comment nous on pourrait faire face à cette situation. Et j'ai trouvé les acteurs assez bons, voilà, Ethan Hawke, Julia Roberts, un duo qui fonctionne très bien. Julia Roberts, meilleur rôle depuis longtemps, mais du coup voilà, même cette confrontation entre du coup cette famille qui part en vacances dans une maison et qui se retrouve confrontée au propriétaire du coup de cette même maison, et les deux vont devoir cohabiter et trouver des solutions pour faire face ensemble à la situation qui se passe à l'extérieur. J'ai trouvé ça vraiment très très bien mené. C'est un scénario qui se déroule bien, crescendo. Voilà, les gens ils apprennent à se connaître. Donc c'est un film aussi sur les rapports sociaux, sur les rapports humains dans un monde un peu paniqué. Voilà, dans un monde qui ne sait pas trop comment réagir face à tout ça. Et donc c'est un film qui amène beaucoup de questions, et c'est un film qui est très pertinent. C'est un film donc on a besoin de voir. Donc dommage d'avoir vu ça juste sur Netflix. J'aurais bien aimé voir ça en salle et entendre la réaction des gens après, parce que des fois moi dans les cinémas où je vais, beaucoup les gens réagissent à ce qu'ils viennent de voir, et juste notamment sur ce film là, par exemple quand j'ai été voir Oppenheimer, j'ai jamais entendu beaucoup de monde en mode putain Nolan quel génie quand même. Enfin voilà, moi souvent là où je vais, les gens réagissent beaucoup en sortie de salle. J'aime beaucoup d'ailleurs ça, voir entendre les réactions des gens en mode waouh mais c'était génial, ou waouh c'était vraiment nul, ou waouh Nolan a fait vraiment mieux depuis Inception, depuis Dunkirk, etc. Et là malheureusement bon, là du coup j'ai dû me contenter de voir ça chez moi, mais j'ai quand même trouvé ça très très bien fait. Et surtout la référence sur Friends, moi qui suis un très très grand fan de sitcom et de Friends en général, le fait que le message final, vraiment le dernier plan, ce soit qu'une petite fille trouve le réconfort et l'espoir et tout ça dans une référence américaine des années 90 comme Friends justement. Vraiment super. Le message final m'a ému. C'est très bête, mais finir film comme ça, je me suis dit, hey, génial, sympa, très très sympa. Donc oui, Le Monde Après Nous, mis à part quelques longueurs dans le scénario et dans les rapports de personnages, même le personnage de Kevin Bacon m'a quand même bien surpris dans son intervention et dans ce qu'il avait apporté au film. Et même tout le climax, je le trouvais quand même spécial, mais bien fait. Voilà, donc Le Monde Après Nous, film de date que je vous recommande après nous. Et enfin, comme dans ma dernière liste des 5, Farang de David Jones, que j'ai trouvé exceptionnel. Alors autant d'un point de vue scénaristique, ça raconte pas grand chose, voilà, puisque c'est juste un mec qui veut retrouver sa fille qui a été enlevée. Enfin voilà, le schéma habituel du criminel qui est parti s'exiler dans un autre pays, qui a été retrouvé qui est retrouvé par son passé, qui va vouloir venger sa famille, etc. parce que il y a quelque chose qui a mal tourné dans une affaire qu'on lui a proposée. Enfin voilà. Le scénario est très basique, vous l'avez déjà vu dans tout un tas d'autres productions hollywoodiennes, etc. Mais c'est dans les scènes d'action, et comment Xavier Jones en fait nous rapproche vraiment de ces scènes d'action. Waouh, vraiment, ça fait longtemps qu'un film d'action m'avait pas aussi frappé. Pourtant j'adore John Wick 4, voilà, parce que je trouve que les chorégraphies des scènes d'action sont divines, c'est pépite. Mais alors Farang, waouh, waouh, waouh. Vraiment, je sais même pas par où commencer, parce que c'est un film qui est très très proche des coups portés, quoi. C'est-à-dire que à la fin, quand le mec il a fini de se fighter avec tous les mecs qui protègent évidemment le baron, quoi, le mec, mais vraiment, il a les os qui lui ressortent du bras, il pisse le sang de partout. Farang, grosse claque au niveau des séquences d'action et de comment c'est filmé, quoi. Il y a une séquence dans un ascenseur où vraiment le mec il en peut plus, quoi. On lui enfonce le couteau dans le bras et il enfonce, en bref, le sang coule vraiment, quoi. Cette fois-ci c'est là où tu ressens vraiment tout le mal-être et tout le, comment dire,
toute la sauvagerie, voilà, de deux personnes qui s'arrêtent. Enfin, là, on est vraiment dans de la barbarie, quoi. Vraiment, j'étais en mode, waouh, putain, ça gicle là-dedans. Vraiment, c'est ultra violent, donc âme sensible s'abstenir parce que c'est des scènes d'action très réalistes, quoi. La caméra, elle bouge tout le temps. Un coup est porté, la caméra va avec le coup de poing. La personne qui reçoit un coup de poing, enfin voilà. On n'est pas loin. Vous voyez là, l'une des scènes finales de Old Boy. Voilà, c'est à peu près. Ou même The Raid. C'est entre Old Boy et The Raid au niveau de séquences d'action. Vraiment, c'est tellement kiffant. C'est violent, mais c'est aussi très très kiffant. Donc, ouais, Farring de The Vengeance, juste pour ça, vraiment, jetez un coup d'œil parce que c'est quand même de l'action super, 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 super efficace. Voilà. Ensuite, alors, si jamais j'ai pas la place, si jamais la vidéo devient trop longue, du coup, on séparera cette vidéo en deux parties. Donc, je vais essayer de vous en faire encore quelques-uns. Ensuite, je voulais vous parler de Un métier sérieux de Thomas Lilti, voilà, donc dans le genre des drames français. Donc, Thomas Lilti qui avait notamment fait Hippocrate. Donc là, on est sorti donc, des 5 films que je voulais vraiment mettre en avant. Donc, Farang, Le Monde après nous, Vermine, s'appelait comme Sylvain et Suzume. Donc là, du coup, on est dans les films un peu plus notables. Donc, voilà, que je vous recommande quand même d'aller voir. Donc, Un métier sérieux, par Thomas Lilti, comme je disais, donc Hippocrate, Médecin de campagne et Première année. Voilà, j'ai adoré tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un metteur en scène qui fait des choses très très passionnantes. J'ai bien aimé ce film-là, c'est pas parce que là on est dans le milieu scolaire, du coup on retrouve Vincent Lacoste et François Cluzet donc et William Lake-Bill, donc trois acteurs qu'il a précédemment dirigés. On a aussi Adèle Exarchopoulos qu'on voit décidément partout, cette actrice, on l'a vu dans Je verrai toujours vos visages, Le règne animal et on la revoit ici du coup. Vraiment j'ai trouvé ça bien, mais il manquait il y a un enchaînement en fait de situations qui concernent le personnage principal, donc Vincent Lacoste qui joue ici un prof, mais je sais pas, le film j'ai trouvé ça bien, mais par exemple ça m'a pas plus passionné par exemple qu'un Première année ou qu'un Hippocrate où là on était vraiment dans un milieu hospitalier et là on était vraiment en immersion. Là ça m'a rappelé ça, le sujet m'a intéressé, mais j'ai pas été autant pris. Mais je vous le recommande quand même parce que c'est quand même un film bien, qui passe très bien, qui est quand même intéressant. Voilà, on a beaucoup de rapports entre tous les professeurs, entre toute l'équipe pédagogique. On est aussi beaucoup sur les interactions entre les profs et les élèves. Et ça, c'était quand même très intéressant. Mais je sais pas, il y avait pas le sujet n'était pas si profondément abordé que pendant Thomas Lilti avait pu le faire, par exemple dans ses précédents films. Mais bon, peut-être que la raison était telle que cette fois-ci, contrairement à là, parce que là il est médecin généraliste, il faut pas oublier que Thomas Lilti est un médecin généraliste en dehors aussi d'être un cinéaste. Donc pour les précédents films, du coup, c'était un atout. Là, par contre, vu qu'il n'est pas prof, en dehors de ça, bon, vous me direz, il peut pas être médecin généraliste, réalisateur et prof en même temps. Mais là, du coup, vu que le métier, il le connaît pas autant que le monde de la médecine, du coup, ça enlève une pertinence et ça enlève quand même, du coup, le fait que le sujet ne peut pas être aussi précis et aussi clair et aussi bien illustré que précédemment. Mais le film est quand même bien, les acteurs sont bons, toutes les séquences dans la classe, etc. Tout le segment avec l'élève qui l'humilie, à un moment donné, qui l'attaque verbalement, qui vient le voir chez lui, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant pour voir jusqu'à quel point les élèves peuvent des fois avoir un petit problème et qu'il faut recadrer. Ça, c'était quand même très intéressant. Mais voilà, sinon, c'est pas celui que je vous recommande le plus de Thomas Lilti, mais c'était quand même un film très, très intéressant. Donc, voilà. Ensuite, film suivant, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous ferai la suite un petit peu après. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, donc qui a obtenu donc le César de la meilleure adaptation, si je ne me trompe pas. Donc avec Virginie Fira, toujours aussi patente, et Melvin Poupeau, donc qui forment un couple toxique, voilà, on peut dire ça ainsi. Et j'ai trouvé ça très très bien mené. Il y a une grosse tension autour du couple et c'est un film quand même qui accroche bien pour le coup. C'est-à-dire que tu t'en ressors pas, tu l'oublies. C'est le genre de film quand même qui te marque et d'ailleurs c'est pour ça que je peux vous en parler des mois après parce que c'est un film quand même qui m'est resté en tête dans son atmosphère, dans le jeu des acteurs, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça palpitant, super bien mené, très bien joué. Il faut dire que plus le casting est bon, plus le film sera bon, parce que bon, il y a quand même une direction derrière. Le couple forme, enfin, ce couple malsain formé par Efira et Melvin Poupeau, vraiment, il est quand même c'est quand même assez violent. C'est psychologiquement dur et intense, donc voilà, si c'est pas trop votre truc, je vous le conseille pas. Mais pour celles et ceux qui ont l'habitude quand même des thrillers un petit peu Hitchcockiens, des trucs vraiment très très tendus et quand même assez donneuse, ça pourra vous plaire parce que c'est quand même un film voilà, qui est quand même, qui parle justement de la violence que peut, de la violence physique et psychologique qu'un homme peut exercer sur une femme. Donc
je vous le recommande chaudement, voilà, parce que c'est quand même très bien joué, voilà, j'utilise beaucoup de qualificatifs, mais voilà, même dans la gestion des couleurs, dans la montée du scénario crescendo, jusqu'à quel point on voit le personnage de Meluine pour monter en agressivité, voilà, j'ai trouvé ça quand même très bien. Voilà, donc je vous recommande L'amour et les forêts, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie.